Il est 15 heures, il est donc temps pour nous de nous introduire chez vous pour vous faire mieux comprendre l'actualité nationale et internationale de cette semaine grâce aux analyses de nos invités. Bienvenue à toutes et à tous dans la revue de presse grand format. Un homme des médias et un homme politique nous font la gentillesse ce soir de répondre à notre sollicitation. À ma droite, dans ce studio, nous avons M. Beta Michel. Bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes le directeur de publication du journal Le Bélier. Tout va bien là-bas? Merci. Oui, tout va bien grâce à nos lecteurs, grâce aux populations ivoiriennes qui nous font l'amitié, qui nous font l'estime de se procurer notre journal. Nous vivons bien et nous faisons vivre l'information. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez parlé de lecteur, sûrement. L'autre invité de ce soir est aussi lecteur du journal Le Bélier, honorable... Peut-être. Honorable Baudouin Yapou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député suppléant RHDP pour la circonscription électorale de Azagué. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous qui suivez cette émission. Merci de votre fidélité à l'Intelligent TV. Découvrons à présent avec Cécile Mobio les différents sujets au menu de ce soir. Deux principales articulations vont marquer ce numéro de la revue de presse grand format, à savoir la synthèse de la semaine et le focus média africain. Dans la synthèse de la semaine, il sera question de l'élection de Adama Bictogo à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Que peut-on attendre de son mandat? Nos invités nous donneront leurs avis sur la question. Une autre question qui sera évoquée, l'interview de Charles Blé Goudé accordée à la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Interview dans laquelle il s'est prononcé sur l'obtention de son passeport, son retour en Côte d'Ivoire et la limitation de l'âge à l'élection présidentielle ivoirienne. Et pour finir cette première partie de l'émission, l'affaire trafic de drogue en Côte d'Ivoire, où 2 tonnes de cocaïne ont été saisies récemment à Abidjan et à San Pedro. Ce sujet servira de transition pour aborder l'actualité qui prévaut au Mali en ce moment, où la junte militaire au pouvoir s'est fixé 24 mois comme délai avant de rendre le pouvoir aux civils. Et ce sera dans la deuxième et dernière articulation de cette émission, le focus média africain. Voilà ainsi présenté le sommaire. Place à présent aux discussions avec Ibrahim Khalil Koné et ses invités. Oui, depuis le mardi 7 juin 2022, la Côte d'Ivoire a un nouveau président à la tête de son Assemblée nationale. Adama Bictogo, député d'Agboville commune, a triomphé de son unique adversaire Jean-Michel Amankou, député PDCI, mais qui n'a pas été investi par son parti, il faut le préciser. Adama Bictogo, candidat du RHDP, a obtenu 237 voix, soit 97,53% contre 6 pour son challenger, soit 2,47%. Alors, Beta Michel, Adama Bictogo au perchoir. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Il faut dire que cette élection, bien que pour ma part, Adama Bictogo n'était pas le meilleur cheval pour répondre à cette haute fonction de l'État. Pourquoi? En ce sens qu'il avait déjà montré sa volonté, hein, ou bien son manque de volonté de voir les débats contradictoires se dérouler dans ce pays en affirmant que si tu n'étais pas RHDP, tu n'avais pas droit au tabouret, tu n'avais pas droit à une responsabilité dans ce pays. Adama Bictogo l'a dit et c'était une des marques qui a fait que depuis lors, beaucoup de personnalités ont dû perdre leur poste, simplement, non pas sur la marque de leurs compétences, mais simplement parce qu'ils ne partageaient pas l'opinion d'Adama Bictogo à la tête de ce pays. Mais cela est fait et il faut l'analyser aujourd'hui. Hein. Alors, quand vous dites qu'il n'était pas le meilleur cheval, pourtant, il a bénéficié d'un consensus. Oui, c'est pourquoi j'analyse maintenant sa position à la tête de l'Assemblée nationale. C'est une élection de consensus. Les députés du PDCI ont appelé à voter Adama Bictogo. La majorité des députés du PPACI ont appelé à voter Adama Bictogo. Et également,
l'UDPCI a appelé à voter Adama Bitogo. Mais je prends à témoin l'opinion sur cette question parce que ils l'ont dit, hein, le porte-parole qui a porté la voix de tous ces partis-là, à savoir Do Simon, il a dit que cela révélait d'une volonté des trois grands de se rencontrer. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'opposition, par sa démarche et sa volonté de voir une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire fraternelle, a montré au pouvoir en place que c'est une opposition civilisée. C'est une opposition qui, au contraire de l'opposition que nous a montré le président Ouattara quand il était dans l'opposition, c'est une opposition qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix. Parce que n'oublions pas, l'opposition que Ouattara nous a montré dans ce pays était une opposition de guerre, une opposition d'affrontement, une opposition de ce qu'il y a de pire qu'on peut souhaiter à un pays. Mais aujourd'hui, l'opposition ivoirienne montre qu'elle veut une Côte d'Ivoire où chaque Ivoirien va se sentir vivre, où chaque Ivoirien va se sentir en paix, où chaque Ivoirien va se sentir en train de construire l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'opposition s'est montrée mature et je profite de votre antenne pour dire que Bédié et Babo ont montré suffisamment, malgré tout ce qu'ils ont subi dans ce pays, ont montré suffisamment qu'ils veulent la paix. Ils veulent aller de l'avant. Et moi, je crois que le président Ouattara doit saisir cette main tendue de l'opposition pour faire encore en sorte que la Côte d'Ivoire, qu'il a marqué de par son opposition de façon négative et de par sa prise de pouvoir de façon, je veux dire, déplorable, qu'il fasse en sorte que cette Côte d'Ivoire sorte de cette situation-là pour qu'on fasse en sorte que désormais en Côte d'Ivoire, l'opposition pouvoir puisse se parler et faire avancer le pays. Alors, honorable, Adama Bitogo n'était pas aussi pour vous le meilleur cheval? Oui. D'abord, je suis surpris des propos donc, de M. Betta. Surpris dans quel sens? Bon, surpris parce que ça n'en vaut pas la peine quand son parti, puisqu'il est il est du journal Le Bélier qui est farouchement proche du PDCDA. Donc c'est mon parti. Non, mais vos propos le disent. Non, toi tu as un parti, moi je n'ai pas de parti, moi je suis journaliste. Laisse-moi le dire. Voilà, donc il ne faut pas dire autre chose, il ne faut pas dire ce qu'il n'est pas. Vous êtes un journaliste partisan, non, laissez-moi parler. M. Betta est journaliste, il est sur ce plateau en qualité de journaliste, directeur de publication du journal Le Bélier. Que partage un parti politique, mais c'est pas au-delà du journal, ses propos d'ailleurs le disent. Moi, je suis surpris que pour lui, le PDCDA qui est appelé à voter un candidat et qui est élu, est-ce que ce candidat ne soit pas donc un meilleur cheval? Je suis surpris. Le président Adama Bitogo a été élu avec brio et cette élection, il faut la saluer. Cette élection a toute une particularité, celle que toute l'opposition s'est mobilisée, toutes les forces vives de la nation au sein de l'hémicycle se sont mobilisées pour porter donc au péchoir le président Adama Bitogo. Parce qu'il est légitime, tout d'abord parce que son parti politique, le RHDP, l'a choisi à sa tête, donc le président Alassane Ouattara l'a choisi comme candidat. Il est légitime parce que ça fait pratiquement sa troisième législature, parce que depuis 2011, il est député à l'Assemblée nationale, donc il est orfèvre en la matière, il connaît le métier donc du parlementaire, et il est légitime parce qu'après le décès de l'ex-président Amadou Soumaro, il a assuré l'intérim et toutes les voix qui s'élèvent témoignent que le président Adama Bitogo est un grand rassembleur et qu'il peut gérer donc l'hémicycle dans le rassemblement, dans le consensus. Et d'ailleurs, il était le candidat du consensus. C'est cela un meilleur cheval. Il n'y a pas autre sens qu'à donner donc, à ce qui est donc du meilleur cheval. Maintenant, parlant de ce qu'il aurait appelé donc, à libérer donc, des tabourets, mais c'était un contexte bien donné, c'était un contexte bien précis. Il a appelé effectivement ces hommes politiques qui occupaient des tâches au nom du RHDP, qui ont été donc, à la tête donc, de certaines donc, institutions, au nom du RHDP, il faut le dire, au nom du RHDP, parce qu'elles étaient RHDP, aussi, même malgré leurs compétences, et ont été donc à ces tâches parce qu'elles ont été RHDP à libérer effectivement donc leur poste parce qu'elles venaient donc à l'encontre donc de l'animation du parti. Et il y a d'autres compétences au sein du parti qui pouvaient occuper
donc ces postes-là. Et aujourd'hui, le président Adama Bitogo est une compétence affairée pour occuper le poste de président de l'Assemblée nationale. Il faut donc la saluer et c'est une grande victoire pour le parti et donc pour notre pays. Oui, grande victoire avec 97,53% contre 2,47% pour son adversaire. Alors, M. Betta, on le sait, les différents partis politiques ont appelé à voter pour Adama Bitogo. Comment avez-vous trouvé cette démarche? Moi, je suis surpris un peu de l'attitude de mon frère Baudouin. Hein. Ils ne sont pas surpris. Je ne m'en offusque aucunement hein, parce que c'est un député RADP. Je comprends sa posture. Moi, j'assume ma position. Fait plaisir hein, à ceux qui... J'assume ma position politique. Mais, ça, je vous le dis. Non, hein. mais attends, ton étiquette le prouve. Tu n'as vous, pas besoin d'assumer. J'assume, mais c'est vous qui refusez de vous assumer. Non, je m'assume pleinement. Je suis journaliste. Je partage une opinion. C'est pas dire que je suis du parti. Bref, j'en viens pour dire que je suis surpris un peu de sa démarche quand il dit comme ça que Adama Bitogo l'a dit parce que les gens étaient RADP. Mais je suis étonné. Les gens étaient dans une alliance qu'ils ont appelée RADP. Ils n'étaient pas d'un parti RADP. Donc aujourd'hui, voilà, un groupement politique avec toutes les tendances. Il y avait le PDCI, il y avait l'UDPCI, qu'aujourd'hui le RADP décide de se constituer en parti politique. Et ces groupements d'alliance disent non, attends, nous on ne veut pas se constituer en un parti politique qui va mourir au sein du RADP. On veut garder notre autonomie. Pour cela, tu estimes qu'ils ne sont plus RADP, ils sont plus légitimes pour occuper des postes? Non, mais c'est ça. L'opposition. Non, mais ils partent dans quelle opposition? Ils devenaient des opposants, ils n'étaient plus dans la l'opposant n'a pas droit à un poste en Côte d'Ivoire. Bien sûr, mais ils ont occupé ce poste après RHDP. Non, le RHDP était un groupe d'alliance. Il faut le préciser. Il faut éviter le bavardage. Je le dis parce que j'aime pas ces confusions-là. Voilà. Non, je poursuis. Ma manière de faire. Il faut éviter le bavardage. Qu'avez-vous pensé de la démarche de l'opposition qui a... Mais c'est une opposition responsable. Je l'ai dit dans l'entame de propos. Je l'ai dit dans l'entame de propos. C'est de montrer à ce pouvoir RADP que la Côte d'Ivoire peut se fraterniser sans être ennemie, que la Côte d'Ivoire peut s'unir. Au nom du rassemblement, au nom de la paix, de la cohésion, il faut abandonner son rôle d'opposant. Mais qu'est-ce que tu appelles le rôle d'opposant? Le rôle d'opposant, c'est de construire aussi la nation. Ce n'est pas de s'opposer pour s'opposer. L'opposition a dit comme ça. Moi, c'est pourquoi je suis étonné que quand on apprécie la situation, vous n'appréciez pas ça au travers du discours de l'opposition avant d'appeler à voter. Il faut l'apprécier au travers du discours de l'opposition qui a dit qu'ils veulent une Côte d'Ivoire fraternelle, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire où chacun puisse se construire. Et pour cela, ils ont dit qu'il y aurait une rencontre entre les trois grands qui va se tenir et cela va faire en sorte que les bases d'une démocratie saine soient assises. C'est tous ces discours-là qui font entendre la voix qui est reportée sur Adama Bitogo. Mais ce n'est pas la personne d'Adama Bitogo. C'est le discours qui a précédé, cette mais c'est la personne d'Adama Bitogo qui a été mais je veux dire, suivez le discours, analysez le discours et maintenant vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous avez fini d'analyser le discours, vous me direz ce que vous voulez. Mais moi, je pense que ce discours-là est d'une grande hauteur. Ça montre que l'opposition ivoirienne, non, il faut le dire, parce qu'on a vu des oppositions militaires. On a vu des oppositions qui ont dit, notamment l'opposition conduite par le président actuel, Alassane Ouattara, qui a dit « Je frapperai ce pouvoir moribond ». L'opposition a montré qu'elle n'est pas dans une attitude de belligérance. Vous avez oublié 2020 déjà. Monsieur Baudouin, est-ce que l'opposition, en appelant à voter pour Adama Bitogo, n'est pas en train d'abandonner un combat face au pouvoir en place? Je ne dirais pas dans ce sens, parce que mon contradicteur, qui se proclame comme contradicteur, et il va dans ce sens. Je n'aime pas le bavardage. Je voudrais simplement dire que quand l'opposition appelle à voter dans le candidat Adama Bitogo du RHDP, il y va de la personnalité du candidat et de l'intérêt. Mais c'est un paradoxe de dire que le candidat n'était pas donc un élément important dans le choix et que l'intérêt c'était le pays. Mais si tu choisis à la tête d'une institution quelqu'un qui n'est pas valable, mais tu conduis l'institution et le pays dans un trou. Et là, tu ne peux pas dire que tu as choisi le candidat dans l'intérêt du pays. C'est parce que le candidat était valable. C'est parce que le candidat était un meilleur candidat. Et quand le choisissant, en même temps, c'est dans l'intérêt du pays. Moi, je salue honnêtement cette disposition donc, de l'opposition à choisir, à désigner un candidat donc, du RHDP. Et mon doyen le disait que
c'est parce que l'opposition est dans une bonne vision des choses. Est-ce que la démocratie n'est pas menacée? Dans une bonne vision des choses. Monsieur Baudouin, est-ce que la démocratie n'est pas menacée en Côte d'Ivoire? La démocratie n'est pas menacée quand on voit l'opposition qui décide de se réunir autour d'Adama Bitogo Non, la démocratie n'est pas menacée parce qu'en politique, on ne donne toujours pas dans la contradiction ou dans la confrontation. Quand on constate et quand on sait que c'est le meilleur candidat, il faut donc aller en accord avec donc le bon sens. Adama Bitogo, donc le président Adama Bitogo était le candidat d'un parti, d'abord majoritaire à l'Assemblée nationale. On prend donc les voix de tous les députés donc réunis, le RHDP donc bat l'opposition. Oui, mais on pourrait éviter ce score-là. Nous estimons que, tout en saluant donc l'attitude de l'opposition, nous estimons que le candidat de notre parti donc, avait donc les moyens de gagner cette élection parce que nous sommes un parti majoritairement conçu à l'Assemblée nationale, mais aussi parce que, effectivement, c'était donc une meilleure personnalité, c'était un meilleur cheval sur qui le président a misé, sur qui son parti a misé et sur qui l'opposition politique a misé. Il faut donc saluer cela. Il ne faut pas donc verser donc dans le bavardage parce qu'on n'en a pas besoin. D'ailleurs même, son ton ne concorde pas avec donc, la situation si tranquille. Non, c'est son ton à lui. Mais bon, il ne faut pas être assez menaçant parce que ce qu'il est en train de faire, le PDC n'est pas comme ça aujourd'hui. À l'instant où on se parle, les gens ont tourné la page, ils parlent donc de frapper un pouvoir moribond, ça c'est des propos vieux. Mais c'est le propos de Ouattara. C'est toi qui le dis. Hein. Mais c'est ses propos. Je peux te les rappeler. On a vu en 2020. Ah, monsieur Beta, monsieur Beta, monsieur Beta, en 2020, monsieur Beta, monsieur Baudouin, on va s'écouter. Monsieur Beta, quelle Assemblée nationale avec Adama Bitogo? À quoi on peut s'attendre avec Adama Bitogo à la tête de cette institution? Moi, je le dis et je le répète, cette institution, cette élection d'Adama Bitogo, je l'analyse sous le prisme du discours de l'opposition. Voilà. Donc, ce à quoi nous devons nous attendre, hein, tout naturellement, c'est que la Côte d'Ivoire renoue avec les fondements démocratiques. Hein, mais ces fondements-là, ce n'est pas parce qu'il y a longtemps dans ce pays-là, d'aucuns ont pris l'adversaire politique comme un ennemi. Il faut faire table rase sur ces questions-là, sur ces choses-là. Faire en sorte que l'adversaire ne soit pas un ennemi, mais il soit un contradicteur. Il soit quelqu'un qui a une opinion différente de vous, ne fait pas de lui un ennemi. Parce que vraiment, il faut restituer les choses. Depuis toujours en Côte d'Ivoire, nous avons marché, nous avons fait tout pour la démocratie. Et aujourd'hui, l'opposition nous montre un visage qui nous augure d'un bon avenir démocratique pour le pays. Dans lequel on peut avoir des consensus quand il suit des questions cruciales, notamment la question de paix, la question électorale, les questions qui peuvent, hein, ne serait-ce que fragiliser, hein, le tissu social. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'opposition qui est convaincue par la démarche du pouvoir en place? Vous savez, quand vous dites ça, ça me fait marrer. Parce que tout ce que vous retrouvez à l'opposition aujourd'hui, hein, tous ces grands leaders, ces deux grands, qui sont allés faire une union même entre eux, qui sont en train de tracer les bases d'une union entre le PDC et le PPACI, c'est des gens qui ont été au pouvoir. Hein, qui ont été au pouvoir. Et ils ont vu la démarche de celui qui est au pouvoir aujourd'hui quand ils étaient au pouvoir. Ils pouvaient chercher à lui rendre la monnaie. Ils pouvaient chercher à marcher comme il a marché quand il était dans l'opposition. Mais ils ont dit non, il faut pouvoir, hein, éviter, hein, ce qui nous a montré par le passé. Une opposition belliqueuse, une opposition fatanguée. Non, nous n'en voulons pas. Nous voulons montrer une opposition qui veut construire la Côte d'Ivoire. Et c'est cette démarche-là que l'opposition marche. Ce n'est pas un reniement de soi ou bien un déni de démocratie, mais c'est surtout la Côte d'Ivoire a besoin. Quand on voit le péril djihadiste autour de nous, la Côte d'Ivoire a besoin d'une unité pour faire face à tous ces périls. Les périls de cherté de vie, les périls de terrorisme, les périls de... autant de périls que le monde entier est en train de subir. Et pour la Côte d'Ivoire, pour faire face à cela, il faut une unité. Et l'opposition l'a compris. D'accord. Monsieur Baudouin, c'est une victoire, un triomphe pour le pouvoir en place sur l'opposition? Non, il n'en est pas question. Tout à l'heure, votre question était de savoir... quelle est la mission du président Adama Bitogo? Qu'est-ce qu'on peut attendre de son élection? Effectivement, le candidat, donc le désormais président Adama Bitogo de l'Assemblée nationale, devra s'inscrire dans la vision du président Alassane Ouattara en ce qui concerne les grands chantiers
que nous connaissons, les grands chantiers en ce qui concerne donc, la lutte contre la corruption, en ce qui concerne la bonne gouvernance, en ce qui concerne la jeunesse et l'emploi des jeunes, le service civique, en ce qui concerne donc l'industrialisation du pays, donc la transformation structurelle donc de notre économie. Vous voyez, ces grands chantiers donc sur lesquels donc le travail du président Adama Bitogo va donc s'appuyer. Et ce travail, tous les députés devront donc s'inscrire dans la droite ligne de la réalisation de ces grands chantiers. Aujourd'hui, on parle donc d'une loi, d'une prochaine loi sur le service civique qui est sortie donc du labo du ministère donc, de la jeunesse, de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique. Il faut là saluer donc le ministre Madou Touré pour cette loi qui bientôt va être portée à la connaissance donc, de tous les députés. Vous voyez que ça s'inscrit au cours donc de son message à la nation le 1er janvier dans la réalisation d'une Côte d'Ivoire beaucoup plus civique et d'une Côte d'Ivoire beaucoup plus citoyenne. Et c'est ces chantiers-là qui attendent le président Adama Bitogo. Et si l'opposition s'y met, c'est une bonne chose. Et c'est cela que nous voulons donc de notre pays. Il n'est pas question donc de verser dans du bavardage inutile, parce que là où nous allons, c'est la Côte d'Ivoire qui porte, c'est l'intérêt de notre pays qui porte. Voilà. D'accord. Alors, on a parlé des actions d'Adama Bitogo. Il en a évoqué quelques-unes à travers un discours après son élection à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je vous propose qu'on l'écoute et puis on revient pour la suite. De vous proposer un plan stratégique qui sera élaboré sous peu, dans lequel sera déclinée toute ma vision pour une Assemblée nationale forte. Je voudrais d'ores et déjà vous annoncer quelques actions majeures, à savoir la modernisation de l'Assemblée nationale en la dotant de moyens novateurs en vue de légiférer efficacement. Pour ce faire, nous devons accorder une place importante à la promotion du e-Parlement par le processus de dématérialisation et de digitalisation de notre institution. À cet effet, je m'emploierai également sans délai à œuvrer pour l'amélioration de notre cadre de vie et de travail à travers la rénovation et la réhabilitation des principaux bâtiments et outils de travail au sein de l'institution. En le disant, j'ai mon regard tourné vers le Premier ministre et vers le ministre du Budget. La mise sur pied d'un comité ad hoc d'élaboration du budget de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023 dans une démarche inclusive et participative. La création d'une commission ad hoc en vue de la révision du règlement de l'Assemblée nationale et de l'élaboration du règlement du Congrès. L'opérationnalisation des groupes d'amitié, conformément à notre vision de renforcement de la diplomatie parlementaire en vue du rayonnement de notre institution, tant au plan national qu'au plan international. Autant d'actions pour lesquelles je voudrais nous engager toutes et tous, ensemble, à apporter nos précieuses contributions dans l'exercice de nos fonctions régaliennes. Je terminerai pour dire sur l'un des plans d'action que dorénavant, tous les groupes parlementaires, en fonction de leur taille, auront, pour ce qui concerne le PDCI, disposera de 3 assistants parlementaires pris en charge par l'Assemblée. Le PPAC et l'UDPCI disposeront de 2 assistants parlementaires pris en compte par l'Assemblée. Et le RHDP disposera de 4 assistants parlementaires. Alors, nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV pour la suite de cette émission, la revue de presse grand format.
pour décrypter avec nos invités sur ce plateau les différents sujets qui ont marqué l'actualité en Côte d'Ivoire cette semaine. Et là, nous parlons de l'élection de Adama Bictogo à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On vient à l'instant de l'écouter en train d'énoncer quelques actions qu'il entend mener à la tête de l'Assemblée nationale. Alors, M. Beta Michel, quel commentaire faites-vous sur ces propos de Adama Bictogo? Bon, il faut le dire, ce qu'on observe, c'est des chantiers qui étaient déjà pendant au sein de l'Assemblée nationale. Les chantiers des parlementaires et tous les autres. Mais un des grands points sur lesquels je voudrais insister, c'est les rapports entre les députés et leur mandat. Parce qu'on constate malheureusement que lorsque les députés sont élus, il n'y a pas de feedback sur les lois, au point que les populations même sont souvent blasées quand elles entendent parler de certaines lois. Moi, je souhaite, parce que tout ce qu'il a dit, je pense que c'est des points qui étaient déjà, quand on entendait les discours précédents des présidents qui se sont succédés à l'Assemblée nationale depuis Soro Guillaume, on a entendu ces questions de e-parlementaire, je voudrais parler aussi de e-parlement. Bon, écoute, e-parlement, s'il veut le thème. Donc, e-parlement, et aussi on a parlé également d'assistants parlementaires. Depuis Babou, on en parle. Donc, c'est des chantiers qui existent depuis. C'est leur mise en œuvre qu'on attend. Donc, on souhaite que cela soit mis en œuvre pour que l'Assemblée nationale soit plus dynamique. Mais surtout, que nos députés soient des personnes qui, après avoir été élus, après être en train de voter des lois, puissent rendre compte au peuple qui l'a mandé. Parce que ça va permettre au peuple d'être en phase avec son Assemblée nationale. Et ça, vraiment, c'est un des chantiers sur lesquels je souhaite que cette nouvelle Assemblée nationale, ce n'est pas une nouvelle, cette Assemblée nationale conduite par le président élu, puisse le conduire pour le bien-être des populations ivoiriennes. Je dis bravo au président Adama Bictogo pour ses projets innovants. Quand on parle aujourd'hui de digitalisation des services donc parlementaires, il faut le saluer. Parce que c'est une évolution. On peut donc en avoir déjà parlé dans le temps, mais on est en phase donc de réalisation et donc c'est concret. Lui-même, c'est un technicien. Pas encore en phase de réalisation. Nous sommes en phase. Non. Ou bien vous avez des secrets pour nous. Écoutez, je vous assure que on serait en phase donc de la réalisation de ce projet, surtout la digitalisation donc des services parlementaires, parce que l'Assemblée nationale déjà, même au cours de son intérim, le travail avait déjà commencé. Et là, je vais vous le dire. Il faut dire que on dira au revoir à la paperasse. Au revoir donc à la monotonie. Désormais, on sera beaucoup plus efficace dans le traitement donc, des projets de loi et des propositions de loi sur la table du Parlement. Et lui-même, je dirais, étant un technicien du numérique, je pense qu'il faut y croire. Nous allons passer donc, à une autre époque. Et c'est ça, tout cela, la nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons. D'accord. Alors, monsieur, dans la soirée de l'élection de Adama Bictogo à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, on a tous suivi cette interview que Charles Blé Goudé a accordée à une chaîne de télévision ivoirienne, la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Le président du COGEP a saisi l'occasion pour se prononcer sur l'obtention de son passeport. Il a évoqué aussi son retour en Côte d'Ivoire et abordé d'autres sujets qui ont marqué l'actualité en Côte d'Ivoire ces derniers temps, notamment la limitation de l'âge à 75 ans des candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur, comment chacun de vous a trouvé cette interview de Charles Blé Goudé dans son ensemble? Beta Michel. J'ai suivi avec un intérêt tout particulier cette interview de Charles Blé Goudé qui, à ma foi, était presque à près d'une heure, près d'une heure d'entretien. Oui, je dis que Blé Goudé s'est inscrit d'abord, dans un premier temps, dans une nouvelle vision de celle que je relatais tout à l'heure, dont l'opposition ivoirienne s'est saisie. C'est-à-dire faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne soit plus une Côte d'Ivoire de belligérance, une Côte d'Ivoire d'affrontement. Moi, je le dis parce que, tu vois, la Côte d'Ivoire a une histoire. Elle est très récente. Il ne faut pas se le cacher. Pour un papier dont on était prêt à brûler ce pays-là, notamment Ouattara. Aujourd'hui, Blé Goudé a fait 1 an sans avoir son passeport, mais il a continué de négocier. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons.
C'est vrai, les hommes politiques peuvent mener des actions de n'importe quelle nature, mais privilégions le dialogue. Vous l'a dit, hein, le dialogue est l'âme des forts. Mais ce qu'on n'a pas constaté quand Ouattara était dans l'opposition, tout ce qui nous a servi, c'était les affrontements, c'était les propos belliqueux, c'était les propos défiants vis-à-vis du pouvoir. Mais aujourd'hui, l'opposition sert nos discours et nous sommes fiers de cette opposition-là. Et ça, nous voulons le faire remarquer. Maintenant, quand on l'interview proprement dit de Blé Goudé, il y a 2 points que je veux faire observer d'abord. Il y a 2 points que je veux faire observer, c'est sa volonté de vouloir être un acteur de la réconciliation. Il s'en est inscrit pleinement dedans, en disant comme ça, dans une de ces phrases qu'il affectionne, les proverbes, qui sera l'aiguille qui va venir pour recoudre le tissu ivoirien. Donc vraiment, je salue sa nouvelle vision et je pense que le peuple ivoirien attend naturellement que cela se concrétise quand il viendra. Maintenant, quant à ses rapports avec les 3 grands, Blé Goudé a montré une certaine maturité politique. Je le disais pour te faire cette confidence à beaucoup de ceux qui sont pris, certains leaders comme les mentors, que quand tu te coupes de ton mentor, tu es sûr que vraiment, après lui, ce ne sera pas toi. Mais Blé Goudé a tout fait dans son discours. Même quand on voulait l'emmener à se rompre avec son mentor, il a refusé. Il s'inscrit toujours dans la vision de ses mentors. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de ces jeunes de sa génération, hein, qui sont montés en puissance dans l'homme de leur mentor et montés même au-delà même de l'homme de leur mentor à se faire valoir. Et ils ont rompu avec le mentor au point qu'aujourd'hui, je crains fort que l'après-mentor, c'est Blé Goudé soit le mieux placé, l'après-mentor, vis-à-vis de ces autres jeunes de son âge, de sa génération. D'accord. Baudouin Yapo, vous avez écouté Blé Goudé aussi comme nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propos? Je ne voudrais pas verser dans les commérages d'une autre époque. Mon frère Beta qui raconte sur donc le passé suivant un contexte que nous tous nous connaissons. Nous savons ce que ceux qui étaient au pouvoir dans le temps, avec le PDCRDA au pouvoir, après donc le pouvoir Gbagbo, nous savons ce que le président Alassane Ouattara a subi, a vécu, ce que ses partisans donc ont subi et ont vécu. Si c'est sur cette question-là, on va la dire, parce que Gbagbo même était en prison pendant 10 ans sous Ouattara. Donc si c'est ça, Ouattara n'a jamais été en prison. Même parce qu'on est sorti d'une guerre. On est sorti d'une guerre. Tu sais ce que c'est? Monsieur, nous sommes en train de parler de l'interview que Charles Blé Goudé a accordée à la chaîne ivoirienne. Alors, Honorable Baudouin, s'il vous plaît, un peu de courtoisie dans les propos. Honorable Baudouin, qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview de Charles Blé Goudé? Aujourd'hui, je pense que M. Charles Blé Goudé est dans une nouvelle posture. Laquelle? Cette posture que je veux vraiment la respecter. Je veux vraiment y croire. Je veux la voir vraiment sincère, dans une posture de réconciliation, une posture donc celle d'aller à la paix. Quand vous dites vous voulez la voir sincère, non, sincère vous doutez des propos de Charles Blé Goudé, de son engagement à participer à la réconciliation en Côte d'Ivoire? Il faut d'abord donc le voir à l'œuvre. Voilà, de la manière il mobilisait pour donc aller à la guerre, ce que nous avons connu tristement en 2011. Je veux le voir également mobiliser pour aller à la paix, pour aller. Mais déjà, il le dit, c'est important. Si le dit, c'est important. Je vais vraiment le voir à l'œuvre, mais il faut dire que c'est parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de stabilité pour 2 raisons. Pour la première raison, parce que le pouvoir en place crée des conditions vraiment stables, des conditions qui rassemblent, des conditions donc qui appellent au consensus. Première raison. Et deuxième raison, parce que nous avons un pouvoir sérieux qui ne transige pas avec la stabilité. Sinon, c'est que nous avons vu en 2020. Aussi des opposants je veux dire, nous avons vu en 2020. Nous avons vu ici en 2020 ce que l'opposition a voulu faire de ce pays, brûler ce pays.
Nous avons vu ici en 2020 des hommes aussi responsables comme le président Didier appeler donc à déstabiliser le pouvoir avec ce fameux CNT qui n'échappe aux Ivoiriens. Non, nous le savons. Donc, quand il parle de l'opposition, c'est comme si nous ne sommes pas dans ce pays. S'il vous plaît. Je suis sûr la Côte d'Ivoire a gagné en maturité. Et je veux que cela reste ainsi. Je souhaite, comme bon nombre d'Ivoiriens, que cette maturité reste telle jusqu'à sa présence au pays. Je pense qu'on vient de loin. 2011 a été triste pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les acteurs, donc la presque totalité donc, des acteurs de la crise de 2011 sont au pays. Certains ont retrouvé donc leur emploi, certains ont retrouvé leur famille, certains donc manifestent politiquement sur toute l'étendue du territoire, dans la sécurité. Donc, parce que les conditions sont donc notables, les conditions sont non acceptables, ce qui fait qu'effectivement nous avons de la stabilité donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais il faut le dire, M. Charles Blé Goudé, ce que j'observe donc de ses propos, c'est qu'il veut vraiment aller de l'avant. Mais surtout, pour ce qui est de sa famille politique d'abord. Voilà. D'accord. J'ai vu, bon, peut-être que vous allez donc me permettre de le dire, en disant que le président Alassane Ouattara est son oncle, parce que le président Gbagbo aurait dit que le président Alassane Ouattara est son frère. Il veut laisser entendre, selon moi, que si, et il a précisé quand il n'était pas candidat en 2011, il n'était pas donc adversaire attitré donc du président Alassane Ouattara en 2011. Donc si M. Gbagbo peut aller donc à la présidence, donc faire des accolades avec le président Alassane Ouattara, parce que lui, il peut le faire, mais malheureusement, dans leur camp, quand on lit, on observe que le fait, c'est être traître, que Charles Blé Goudé serait donc en lien donc, avec le pouvoir d'Abidjan. Et je salue ce qu'il a pu dire, c'est que le président Alassane Ouattara ne lui a rien proposé comme pacte, et le président Alassane Ouattara n'est pas donc dans les pactes politiques. Le bon sens habite l'homme. Je pense qu'il a tenu ses propos, il sait ce qu'il veut. Il faut aller donc à la paix, il faut aller donc à la réconciliation. Vous avez parlé de pacte, après l'obtention de son passeport. Beaucoup ont dit qu'il a passé un deal avec le pouvoir pour avoir ce sésame-là qui va lui permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. On va l'écouter se prononcer sur cette question. Est-ce qu'on est obligé de faire un deal pour avoir un passeport? J'ai fait ma demande de passeport et au mois de mars 2021, juste avant notre acquittement total. Et c'est au mois de juillet 2021, c'est-à-dire le 16 juillet 2021, que j'ai été enrôlé pour finalement recevoir mon passeport le 30 mai dernier. Je n'ai pas fait de deal, j'attendais. J'ai souvent dénoncé comme je pouvais, et puis finalement le passeport est là. Il n'y a eu aucun deal. Tout cela, je le considère comme les conséquences de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire, où tout le monde est devenu analyste politique, où on voit les deals là où il ne fait pas les voir. Je ne suis pas le premier homme politique en exil. Moi, je ne suis pas en exil parce que je suis venu ici pour me soumettre à un procès, mais il y avait d'autres figures, des pros du camp auquel j'appartiens, qui étaient en exil. Je crois que personne d'entre eux n'a quitté ni le Ghana, ni le Libéria, ni la Guinée, ni la Belgique même, pour parler de celui-même qui était notre leader, pour rentrer en Côte d'Ivoire sans passeport ou sans avoir pris langue avec le pouvoir d'Abidjan. Personne. Alors, Beta Michel, vous avez pensé aussi à un deal? Un deal, bon, comme on aime les mots, sinon j'allais demander, mais deal, ça signifie quoi en fait? Parce que Blé Goudé, il ne faut pas le cacher, c'est un homme politique. Il peut discuter avec qui il veut. Il peut discuter avec le pouvoir. Il a dit plus ou moins, il a passé son temps à négocier 1 an son passeport. Mais il y a toujours des accords, il y a toujours ce qui peut se dire. Maintenant, quant à la nature de ce qui s'est dit, bon, moi je ne vais pas parler de deal, mais en politique... Vous avez parlé de quoi? Moi, je parle plutôt de négociation. Négociation, c'est pas forcément... Faut pas voir... Négociation en vue d'un rapprochement avec le RHDP, parce qu'on entend beaucoup dire ceci. Ah bon, c'est comme ça, vous entendez le deal. Bon, s'il faut se prononcer sur la question, moi je pense que Blé Goudé, dans son interview, a montré suffisamment qu'il n'est pas en termes de rapprochement avec le RHDP.
il a toujours réaffirmé son appartenance à la branche dirigée par Laurent Gbagbo, bien qu'il ne soit pas, il n'a jamais été de son parti politique, que ce soit le FPI, que ce soit aujourd'hui le PPACI. Donc je crois qu'il est toujours dans sa logique de toujours porter la voix de celui qu'il appelle son mentor, son papa, hein, Laurent Gbagbo, mais sans toutefois peut-être adhérer au parti que ce dernier a créé. Mais parlant de Ouattara, je crois que Blé Goudé a montré suffisamment dans ce pays, hein, à part son interview, ou bien même beaucoup de ses actes, qu'il peut faire de la politique sainement. Et c'est ça la politique. Contrairement à ceux qui pensent que c'est Blé Goudé qui a mobilisé les gens pour aller faire la guerre, Blé Goudé n'a jamais pris des armes. Ceux qui ont pris les armes se connaissent et ceux qui les ont soutenus se connaissent. Blé Goudé a appelé toujours à faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire où nous pouvons nous parler. Nous pouvons nous parler dans nos différences. C'est ça qu'il faut comprendre par la démarche de Blé Goudé et en tout temps. La preuve en est, dès que Soro a voulu s'inscrire dans les rangs, il a été l'un des premiers à l'accueillir à bras ouverts. Il a appelé la jeunesse à l'accueillir. Bon, je ne crois pas que s'il y a parle de quelqu'un qui appelle à la guerre, ce n'est pas Blé Goudé. D'accord, voilà. On vous avait compris. Alors, Baudouin, vous qui êtes député suppléant RHDP, vous êtes dans le parti politique. Est-ce qu'il y aurait eu effectivement un deal entre Blé Goudé et le pouvoir pour l'obtention de ce passeport? Je le disais tout à l'heure au RHDP. Mais comme a le président Ouattara, nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de deal. Nous sommes un parti grandement constitué. Et si Charles Blé Goudé veut être un jour RHDP, on n'a pas besoin de faire deal. Il peut le vouloir. Mais en tout cas, on n'en a pas besoin. Et pourquoi je salue, tout à l'heure je le disais, je salue dans ses propos, il a dit que le président Ouattara n'a pas envoyé son chef de cabinet vers lui pour un quelconque deal. En tout cas, chez nous, RHDP, nous n'avons pas besoin. Et le président Ouattara n'en a vraiment pas besoin. D'accord, le président Alassane Ouattara n'en a pas besoin, peut-être qu'il aura besoin d'autre chose, bon, on verra pour la suite. Charles Blé Goudé s'est aussi prononcé sur un sujet qui fait débat en Côte d'Ivoire depuis quelque temps. Il s'agit de la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. On va écouter son avis sur la question et puis on revient pour les commentaires. Moi j'étais d'accord qu'elle soit dans la Constitution la limitation d'âge. Et tout le monde était d'accord. Il n'y a aucun leader qui était contre cette limitation d'âge. D'accord? Si elle revient, je pense que nous tous devrions être d'accord. Le seul problème, c'est la démarche n'est pas politique. La démarche n'est pas élégante. Et elle peut être source de conflit. C'est tout ce que je dis. Mais si elle revient, moi je pense qu'elle revient là où elle était. Donc moi je n'ai pas de problème avec cela. Vous savez, vous parlez souvent des générations. Tout à l'heure, vous avez parlé des générations. Et on doit savoir prendre du recul. C'est-à-dire? Je vous prends l'exemple des États-Unis. Rosa Parks, vous la connaissez? Oui, bien sûr. Rosa Parks s'est assise pour que Martin Luther King marche. Martin Luther King a marché pour que Barack Obama court. Barack Obama a couru pour que les jeunes Américains, noirs ou blancs, prennent leur envol pour positionner l'Amérique. C'est ça, le combat. Savoir partir, savoir prendre du recul. Pourquoi? En mettant au centre l'intérêt de la nation. Alors, savoir partir, savoir prendre du recul. Alors, Baudouin, une analyse pertinente de Charles Blé Goudé sur la question de la limitation de l'âge? Oui, je peux dire que c'est son avis. Et quand je constate donc de ses propos qu'il est en accord avec la limitation de l'âge, c'est son avis. En ce qui me concerne, et chez nous au RHDP, on n'est pas forcément obligé d'avoir la limitation de l'âge pour pouvoir passer le pouvoir à une nouvelle génération. Parce qu'en 2020, le président Alassane Ouattara l'a démontré, quand bien même la nature en a décidé autrement. Comme j'aime bien le dire, la nature en a décidé autrement. On était seulement une semaine du dépôt donc, des parrainages à l'élection présidentielle. Lorsque le candidat du RHDP est décédé, il était donc appelé à reconsidérer. Entre nous, militants, nous l'avons appelé à reconsidérer donc, sa décision de ne pas donc, être candidat. Il a été candidat donc, au vu de la Constitution, au vu de la mobilisation donc, des militants du RHDP. Et aujourd'hui, nous allons vers 2025. Et notre parti y travaille. Au moment venu, vous le saurez. Pour l'heure, je n'ai vraiment pas d'avis là-dessus. Merci. Beta Michel? Je comprends, Baudouin, c'est un militant des partis politiques, ça se comprend. Et je mais je disais tantôt la question de la limitation d'âge.
Tu vois, ce à quoi Ouattara nous a buté dans ce pays, c'est que la loi peut être manipulée à tout instant. Et c'est dommage. Regardez la Constitution. La Constitution qui a été votée en 2016, c'est là la limitation d'âge a été enlevée. Donc, elle existait avant 2016. Bédié aussi était RHDP. Il a appelé à voter oui. Je parle du président. Je parle du président qui a, qui a l'autorité des lois. Hein? C'est lui qui a décidé. On a dit même qu'il faut faire une réforme de la Constitution. Il dit non, il va faire une nouvelle Constitution. C'est ainsi qu'il a appelé la Troisième République. Et dans cette Troisième République-là, il a enlevé la limitation d'âge. Aujourd'hui, il est toujours dans sa Troisième République, dans laquelle il a violé la limitation de mandat présidentiel, qui était de 2 ans. Il est venu faire un autre mandat qu'il a appelé le premier mandat de la Troisième République. Je sais que demain, il va nous servir le troisième mandat de la quatrième, le premier mandat de la quatrième, et ainsi de suite. Voyez-vous, ce n'est pas sérieux. C'est ce que Blake disait, ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux et ça nous entraîne encore dans des choses, dans des débats de personnes. Quand aujourd'hui... Quand Blake Goudé dit c'est pas sérieux, donc Ouattara, Bédié, Gbagbo, ils se sont trompés sur la question. La question n'est pas de Bédié, c'est pas Bédié qui a l'initiative des lois. Mais pourquoi vous voulez lui prêter ce qu'il n'a pas? Voilà un président qui a l'initiative des lois, qui décide d'enlever la limitation de mandat. Vous dites c'est l'autre. Mais c'est quoi? Vous êtes où là? Reviens-vous. À ce moment, Bédié, il était encore au RHDP avec le PDCI, RDA. Le l'IDPCI, ils étaient en alliance. En alliance, c'est pas moi je dirige. C'est pas parce qu'on est dans une alliance, tu prends des actes et tu dis c'est moi. Mais attends, c'est toi qui décides. La preuve en est. Aujourd'hui, Bédié a dit quoi? Bédié a dit non à son troisième mandat. Il a dit il veut pas. Alors, donc c'est pas Bédié qui décide. Alors, M. Beta, quand on écoute Charles Blake Goudé qui se montre favorable à cette limitation de l'âge. Cette limitation-là, c'est Ouattara ceux qui l'a supprimée. Tous les autres l'ont maintenu. Bambo l'a maintenu en son temps. Est-ce qu'on peut dire que Charles Blake Goudé est déjà en rupture de banc avec Laurent Gbagbo, qui lui s'est montré défavorable à la question? Mais là, attends, la question de la limitation des mandats là, et de l'âge là, la limitation de l'âge là, Gbagbo en est favorable. La preuve en est, il a fait 10 ans de mandat, il ne l'a pas enlevé. C'était dans la Constitution. Gbagbo est revenu de la haie, on l'a écouté, il a dit que c'est... Quand Ouattara l'enlève en 2016, Gbagbo n'est pas là. Quand Ouattara veut la remettre en 2021, on a tout en droit de se poser des questions. C'est pas Ouattara qui veut remettre ça. Mais non, mais attends. C'est un projet qui est porté par le député Antoine Assalé. La preuve en est, il dit qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc, c'est donc eux qui vont décider. Si quand tu as la majorité, c'est toi qui décides. Donc, si Ouattara décide de s'opposer, ils vont s'opposer, ces députés vont s'opposer. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand Ouattara décide de revenir à cette on est tout en droit de se poser. Pourquoi il l'avait enlevé? Pourquoi il l'avait enlevé? Il doit donner des explications au peuple. Le peuple a besoin de comprendre pourquoi tu as enlevé et aujourd'hui, tu es encore là, tu veux le remettre. C'est contre tes adversaires ou bien c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est ça la question des autres. C'est quoi ton problème? Allez-y. Non, il faut déjà lui rappeler qu'en 2016, quand il y avait l'initiative de limiter, de faire sauter dans le verrou de l'âge, il y avait le président Yves Bédié qui était donc RHDP. Il a milité donc pour que cette loi passe. Il fallait cette constitution, il faut le dire aux Ivoiriens, il fallait cette constitution parce que il y avait beaucoup de choses à changer. Elle a apporté quoi? Par exemple, cette histoire de et où, on dit qu'il n'existe plus. Aujourd'hui, à cause de cette constitution, le fils de M. Gbagbo, Laurent Pékenel, l'élection présidentielle, à cause de cette élection, tout autre Ivoirien, dont père candidat, nous au PDCRDA, père candidat à une élection présidentielle. Donc cette constitution a eu son sens. Nous sommes à une troisième république et ça avait son sens. Mais il faut lui dire que le HDP n'a pas pris d'initiative de limiter l'âge aux élections présidentielles. Il faut lui rappeler que c'est un député, Assalé Temoko, qui est indépendant, qui a soulevé cela. Mais il a un seul problème avec donc, le RHDP. Moi, je suis surpris. Quand cette proposition de loi sera sur la table de l'Assemblée nationale, le RHDP avisera. Le RHDP avisera. Tout comme les autres partis politiques. Voilà. Et donc, on n'est pas à ce débat. Tu dis que le RHDP veut encore donc... oui, mais c'est lui qui a enlevé. C'est vous qui racontez cela. Alors, monsieur, nous allons progresser. Nous allons progresser. Nous avons d'autres sujets à évoquer. On va parler à présent de l'affaire de trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Vous le savez, il y a 2 tonnes de cocaïne qui ont été saisies par
l'État de Côte d'Ivoire. Depuis quelque temps, ce sujet fait grand bruit sur les réseaux sociaux et puis dans les médias, ce qui a poussé le procureur de la République, Adou Richard, à faire une sortie où il a mis en garde toute personne qui va donner des noms sur les réseaux sociaux et puis dans les médias. Alors, M. Beta, quelle est la lecture que vous faites autour de ce sujet? Mais tu dis Adou Richard est sorti, il a menacé. Puis tu veux qu'il parle. Bref, vous dites que quand Adou Richard menace, il faut qu'on se taise. Non, il a mis en garde. Il a mis en garde les personnes qui donneront les noms. Mais attends, moi je suis un homme de médias et certainement que sur la question, certainement que j'ai des informations à partager. Quand il nous met en garde, c'est quoi le but? Bon, juste ne pas donner des noms. Non, mais attends, peut-être que j'ai des noms que je veux donner parce que, en fait, je fais là, on a besoin de votre lecture de la situation. J'en viens, je dis que vraiment on peut saluer ce coup de filet de la police nationale qui vient de mettre la main sur une quantité importante de drogue. Voyez-vous, ça nous donne l'occasion de parler un peu de l'argent sale qui circule dans ce pays. Voyez-vous, sur Ouattara, ce qu'on a pu constater, des immeubles qui poussent, sans qu'on ait ça, ce que font ceux qui érigent ces immeubles-là. C'est l'occasion aujourd'hui de poursuivre cet argent-là. Parce que l'argent de la drogue, ce à quoi ça sert, c'est à ça, à un blanchissement. Ce à quoi ça sert, c'est de faire en sorte que ceux mêmes qui dépensent, aujourd'hui on voit des gens qui travaillent, on dit, comment on dit, travailler sur des gens, on est en droit de se demander, mais c'est leur salaire ou bien c'est avec quoi? Bref, pour dire que l'argent sale a trop circulé. Aujourd'hui, la police vient de mettre la main sur cette cargaison de drogue. Ça nous interpelle tous sur les dangers que court notre pays. Notre pays qui peut devenir... Que risque la Côte d'Ivoire? Que risque la Côte d'Ivoire? Une plaque tournante de la drogue. L'argent sale, les possesseurs de cet argent sale-là vont mettre des députés là. Ils vont faire en sorte que le président vienne au pouvoir. Tu imagines ça? Ce qu'on peut faire avec cet argent sale-là, tout ce qu'on peut désagréger avec cet argent sale-là, même la sphère politique sera désagrégée. C'est l'occasion, moi je pense que c'est l'occasion qu'on a aujourd'hui de faire un coup d'épée dans la lutte contre la corruption. En sorte que cette lutte-là soit efficace. Moi, je dis toujours aux gens, je dis la seule chose qui ne se perd pas, la seule chose qu'on ne peut pas voler, la seule chose qu'on ne peut pas faire disparaître, c'est l'argent. Parce que l'argent a toujours une trace. Mais où des gens trouvent cet argent-là pour construire des grands immeubles-là? On n'est pas jaloux, mais on veut comprendre, parce qu'on veut faire comme eux. On veut aussi construire. Si c'est avec la drogue, qu'on arrête la drogue, pour que nous tous on puisse travailler pour le faire. D'accord. Monsieur Baudouin, votre lecture de cette situation? Non. La situation de la drogue en Côte d'Ivoire, quand j'entends parler de M. Beta, c'est comme si la drogue a été inventée sur le président Alassane Ouattara. D'autres sujets comme la Constitution qui a été modifiée plusieurs fois sous le régime Bédié, il oublie ça. C'est comme si tout ce qui se passe là, la cause vient de naître. Mais je vais vous dire que la question de la drogue est très sensible. Elle n'est pas que la question elle-même de la drogue. Aujourd'hui, elle est liée au terrorisme. On parle donc du narco-terrorisme aujourd'hui qui, aujourd'hui, mine la sous-région ouest-africaine. Dans d'autres pays, il y a eu de la déstabilisation, comme, je dirais donc en Gambie. Dans d'autres pays, comme au Mali, au Burkina, les terroristes donc, a produit ses effets. Mais donc, le pouvoir d'Abidjan, donc le président Alassane Ouattara, a décidé d'accentuer la lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire. Et je vais vous donc faire savoir qu'il a été créé depuis l'Assemblée nationale le pôle pénal, économique et financier pour, comme une juridiction spéciale pour traiter ces questions-là. Et à la suite, récemment au Conseil des ministres passés, il y a eu la création de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, donc la GRAC, qui va effectivement saisir ces biens illicites donc, qui polluent donc, dans le pays. Et le travail a commencé. Donc sur cette question, je pense que nous sommes un pouvoir sérieux. Nous sommes un pouvoir donc, qui se soucie du bien-être des Ivoiriens, de la sérénité donc, des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara ne transige pas avec la question donc, du terrorisme et donc avec la question donc, de la drogue. On a commencé donc à mener cette lutte et donc par voie militaire, mais aussi par voie sociale. Vous voyez, dans le nord du pays, aujourd'hui, il y a une opération spéciale pour lutter contre donc, la pauvreté, pour financer des projets. Ces jeunes
que les gens en recensent donc dans les villages. Il y va donc de leur situation, il y va donc de leur vulnérabilité. Donc c'est à cela que le gouvernement s'attaque désormais, mais aussi ne pas donc transiger avec la question du narcoterrorisme. Et ces personnes qui ont été donc saisies bénéficient donc de ce qui est donc de la présomption d'innocence. C'est pourquoi il n'est pas question de déblatérer sur cette question. Nous laissons la justice faire son travail et nous laissons notre gouvernement faire son travail. Je vous remercie. D'accord, on arrive à présent à la dernière articulation de cette émission. Il s'agit du focus média africain qui nous permet de sortir de la Côte d'Ivoire pour nous retrouver au Mali où la junte militaire a fixé 24 mois comme durée de la transition. La durée de la transition est fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022 selon le décret signé par le chef de la junte, Assimi Goïta, élu à la télévision d'État ce lundi 6 juin 2022. La junte se donne donc jusqu'à mars 2024 pour rendre le pouvoir aux civils. C'est l'officialisation de ce que disaient les dirigeants maliens depuis quelque temps déjà. Impossible d'aller en deçà de 24 mois, avait estimé le Premier ministre Choguel Maïga en avril dernier. L'annonce a tout de même surpris à Bamako. Même des ministres du gouvernement ont confié en privé avoir appris la nouvelle, comme tout le monde à la télévision. Dans l'entourage du colonel Assimi Goïta, on justifie le décret. Il faut aller vite pour ne pas perdre du temps, explique à RFI l'un de ses conseillers. La durée d'une transition de 24 mois poursuit la même source. C'est déjà la base de discussion avec la CEDEAO et ce que l'organisation attend de nous maintenant, ce sont des précisions sur le chronogramme des activités devant conduire aux élections. Ce week-end, à Accra, aucun accord n'a pu être atteint, ni avec le Mali, ni avec les autres pays en transition post-coup d'État. Et tout a été reporté au prochain sommet du 3 juin 2022. L'idée arrêtée est que le médiateur dans la crise malienne, Goodluck Jonathan, rencontre les uns et les autres et propose un plan de sortie de crise. Source RFI. Alors, Beta Michel, comment on peut comprendre cette décision de la junte militaire au Mali, une décision qu'on prend au moment où se continuent les négociations? Non, mais moi, je pense que la CEDEAO avait déjà demandé au Mali de faire une proposition quant à la durée de la transition militaire. Et le Mali vient d'en faire. La CEDEAO estime que c'est trop long. Bon, tu sais, cette question sur le Mali, je prends pour exemple ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire après le coup d'État de 1999. Vous savez, les plus difficiles dans ce genre de situation, ce sont les populations. C'est elles qui souffrent le plus dans ce genre de situation. C'est pourquoi je suis difficilement accepter les mesures drastiques qu'ont pris les chefs d'État de la CEDEAO contre le Mali. Parce que ce n'est pas la jeune qui va en pâtir, ce sont les populations maliennes qui vont en pâtir. Donc aujourd'hui, qu'elle propose une date, moi je crois que c'est l'occasion qu'elle devrait saisir la CEDEAO pour alléger un peu les sanctions afin que très vite, on puisse sortir de cette situation exceptionnelle qu'est la junte au pouvoir. Et puis, on va aller à des élections. 2 ans, c'est long, hein, c'est vrai, mais ça passe vite. Hein, parce qu'ils ont dit depuis mars, donc on est déjà en juillet, donc ça court. Qu'est-ce que la CEDEAO va faire maintenant? La CEDEAO même a produit un communiqué pour dire qu'elle prend acte de cette décision. Non. Elle a dit regretter aussi la décision qui a été prise. Que va faire la CEDEAO maintenant? Non, mais ce que va faire la CEDEAO, c'est ce qu'elle a toujours fait, multiplier ses sanctions pour amener le Mali à vouloir capituler ou bien à vouloir baisser la longueur de sa transition. Mais moi, je dis, toutes les sanctions qui sont prises, ce n'est pas la jeune qui en souffre. C'est ça, moi, ma préoccupation. Parce que toutes les sanctions qu'ils ont prises contre notre pays en temps de crise, ce sont les populations qui en souffrent. Et quand on coupe les médicaments, qui souffrent? Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir. C'est ceux qui sont azagués. Voilà. D'accord. Alors, je suis d'accord. En même temps, celles qui souffrent, c'est les populations qui souffrent. Mais en même temps, la responsabilité de ceux qui sont à la tête du pays, de celui qui se proclame chef de l'État, est située pour
une question donc, de souveraineté, une question donc, de balayer la présence française. Donc on fait un coup de taille, on veut diriger le pays sur plusieurs donc, années, contre donc, le principe de la démocratie. L'opposition n'existe plus dans un pays totalement anarchique. Ce n'est pas juste. Et donc, comme un État, le Mali est un État de la CEDEAO, les autres chefs d'État ne peuvent pas s'asseoir et voir donc le Mali dans une telle posture. Ce n'est pas juste. Donc, il y a eu des sanctions. Ces sanctions ont été donc traitées ces derniers temps pour aller donc à la discussion. On était donc au cours de la discussion lorsque le Mali, donc la junte a décidé de mettre donc à 24 mois. Est-ce que cette décision ne montre pas l'impuissance de la CEDEAO dans la gestion de cette crise au Mali? Non, mais tout à l'heure, vous étiez en train de dire que c'est la population qui en souffre. Il disait que la population qui en souffre. La CEDEAO ne va pas être, la CEDEAO n'a pas besoin d'être totalement austère ou bien d'être totalement donc, dans la menace. Ils étaient donc, et la CEDEAO et donc les putistes maliens, ils étaient autour de la table de discuter pour s'entendre lorsque, précipitamment, ils ont choisi 2 ans pour le retour de l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, je pense que les discussions vont continuer. Avant, ils disaient 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ans. Peut-être demain, on peut venir à 1 an. Mais depuis 2020, ils sont là. Donc, mais, ils ont dit 2 ans désormais. Donc, on peut encore venir en dessous donc, de 2 ans. Mais le travail continue, les discussions se poursuivent. Je crois que la sagesse va finir par habiter la junte malienne pour comprendre que même si il faut, pour des raisons qu'on sait, des raisons qu'elle seule, pas de la junte qu'elle sert, il faut donc que le pays, donc le Mali, soit traité donc contre le terrorisme, et que la France n'a pas donc à y mettre la main, et que désormais il faut coopérer avec le groupe Wagner. Pour ces raisons-là, on n'a pas besoin d'être sous une transition militaire. Ils n'ont qu'à, il y a des hommes politiques maliens aguerris qui peuvent prendre le pouvoir et qui peuvent partager leur philosophie peut-être et qui peuvent réaliser ces projets. En tout cas, la junte militaire a parlé de 24 morts. La CEDEAO doit se réunir le 3 juin pour délibérer sur cette situation, sinon sur cette décision qui a été prise par le pouvoir militaire au Mali. Merci, M. Beta. Merci à vous, M. Baudouin. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. M. Beta a été totalement sévère dans les propos, on n'en a vraiment pas besoin. Et je comprends pourquoi le Bélier est très sévère dans ses publications. Non, là, c'est vraiment, on va pas solliciter un autre débat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de la revue de presse en grand format sur l'Intelligent TV. On se donne rendez-vous le vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. À très bientôt. Au revoir.